Bonsoir à tous. Bon, je vais essayer de vous, parce que j'ai 10 minutes, hein, c'est ça, donc je vais essayer de balayer rapidement du coup le travail qui a été fait au Sénat et cette mission d'information qui a été faite sur cette question de la gratuité des transports, et peut-être déjà démarrer en expliquant un petit peu, parce que je pense que c'est important, ce qu'est une mission d'information au Sénat et les raisons de cette mission. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une possibilité qu'on a, hein, que les sénateurs ont, de demander des missions sur des sujets, je dirais, différents, pour aborder une question en profondeur, avec les moyens du Sénat, avec des administrateurs, le fait de pouvoir faire un certain nombre d'auditions. Moi, je suis rattaché au groupe CRCE, communiste, républicain, citoyen et écologiste au Sénat. Et c'est vrai que cette question de la gratuité, bon, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je savais que je connaissais l'existence du collectif sur Grenoble, et puis que cette question de la gratuité était très importante, je dirais, à l'échelle de notre pays. Et donc, je vais proposer à mon groupe qu'on dépose une demande de mission d'information sur cette question, qui n'était pas non plus c'était pas complètement anodin, puisqu'on savait pertinemment qu'il allait y avoir des élections municipales, que cette question allait revenir encore plus fort et que de nombreuses équipes ou futures équipes allaient s'emparer de cette question. Et donc ça nous paraissait plutôt le bon moment et le bienvenu de faire ce travail-là et de pouvoir avoir quelque chose, une mission de ce type-là en amont des élections municipales. Voilà un petit peu déjà les raisons qui ont fait qu'on a proposé cette mission. Une mission d'information, c'est du coup 27 sénateurs qui participent à cette mission et qui représentent l'ensemble des groupes politiques du Sénat de manière proportionnelle. Donc forcément les groupes qui sont le plus importants au Sénat ont le plus grand nombre de sénateurs au sein de la mission. Et par exemple, mon groupe, j'étais le seul représentant du groupe, hein, proportionnellement. C'est pour vous dire le rapport aussi qu'il peut y avoir au sein de la mission. Comme on avait demandé cette mission, j'ai été, c'est une tradition, puis je dirais que c'est normal, j'ai été donc un rapporteur de cette mission d'information. Et puis une présidente, Michèle Vullien, qui est sénatrice du Rhône, qui a été présidente du Citral, hein, qui est l'organisme de transport de la région lyonnaise. Et c'est vrai que ce qui était assez amusant, mais qui a été intéressant tout au long de cette mission, c'est que Michèle Vullien était farouchement, je dis était, mais elle l'est toujours un petit peu, hein, mais elle a un petit peu évolué, mais était farouchement opposée à la notion de gratuité, enfin, je dirais même à la question de gratuité, je dirais même au mot de gratuité. Donc on a démarré un petit peu au démarrage. Moi, j'étais bien sûr un peu plus... voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait, sans avoir franchement un avis complètement arrêté sur la question, mais je dirais que j'étais un peu plus disposé en tout cas à la notion de gratuité. Et donc c'était intéressant aussi ce duo qu'on a pu mener tout au long de la mission, puisque le but de ce rapport, on savait très bien qu'au Sénat, on n'allait pas faire un rapport, je dirais, pro-gratuité ou à l'inverse anti-gratuité. C'était absolument pas le débat, mais c'était au contraire de profiter justement du Sénat pour ouvrir cette question, prendre peut-être un petit peu de hauteur et de regarder les choses comme le Sénat sait le faire, hein, de manière un peu plus sage, et de voir pourquoi dans certaines villes ça s'était mis en place, quelles ont en été les conséquences, pourquoi certains endroits ça n'a pas été possible ou encore possible, de voir aussi un petit peu ce qui se passait à l'étranger et les différentes expériences qu'on pouvait avoir à l'étranger. Et donc on a fait à peu près 90 auditions, rencontré la plupart des acteurs liés à cette question de la gratuité, mais à cette question des mobilités. On avait auditionné le collectif ici présent. Enfin vraiment fait un balayage assez large de toutes les parties prenantes. Également une table ronde avec différents pays, puisqu'il y a eu Tallinn, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, pour voir aussi comment ça pouvait se passer, à l'étranger. Voilà, donc un balayage assez large. On a mis aussi en place sur le site internet du Sénat, où il y avait un questionnaire qui était ouvert à tout le monde,
à la fois un QCM qui était un petit peu limité sur justement ces questions de mobilité et de gratuité, et puis la possibilité aussi de déposer des contributions. Pour la petite histoire, ce questionnaire a eu 10 500 réponses, ce qui est le record du Sénat. C'est pour dire aussi que cette question des mobilités, cette question de la gratuité est quelque chose qui touche beaucoup de monde et qui intéresse particulièrement. Et puis aussi contacter l'ensemble des villes qui avaient mis, on voit la carte là, qui ont mis en place la gratuité, celles qui ne l'avaient pas mis en place mais qui étaient en discussion, et puis certaines qui avaient renoncé. Voilà, et on a compilé tout ça. La première des questions qui était à se poser, on avait fait une première table ronde plutôt sur la question philosophique en fait de la gratuité, parce que comme je disais, on s'est vite aperçu que rien que le terme de gratuité ne laissait pas indifférent. Et on a eu, attention, quand c'est gratuit, on va plus facilement dégrader. Enfin voilà, j'en passe tous les exemples qu'on peut avoir vis-à-vis de la gratuité. Et donc moi j'avais souhaité qu'on fasse une première table ronde vraiment sur cet aspect philosophique de la gratuité et de se poser la question, est-ce que la mobilité, au même titre que l'éducation, que la santé, c'est vraiment un droit universel qui doit être ouvert à tous, et de partir déjà de ce principe-là, ce qui a été assez intéressant, j'ai entendu tout à l'heure, je crois qu'il parlait de Albert Jacquard, qui expliquait ça très bien, et en disant qu'effectivement, si je dirais la surface et si les rues des villes étaient encore praticables, c'est parce qu'il y a des gens qui prenaient la peine de descendre et prendre le métro, et donc c'était peut-être l'inverse, et c'est peut-être eux qu'il faudrait payer, parce que c'est eux qui rendaient service au reste de la population. Donc cette question vraiment de la gratuité, de la place de la gratuité, pareil aussi, puisqu'on l'a souvent, c'est quelque chose qui est souvent revenu sur la question de la route. C'est vrai que quand on prend sa voiture, alors bien sûr on paye sa voiture et on paye l'essence, mais par contre on utilise l'ensemble des infrastructures. Je mets les autoroutes à part, qui est une autre question, avec des péages, mais sur toutes les routes nationales et départementales, qui sont entretenues, déneigées, de manière gratuite, c'est-à-dire payées par l'ensemble de la collectivité et pas uniquement par les simples usagers. Je crois que c'est 17 milliards d'euros qui sont mis par an pour l'entretien de ces routes et qui sont payés par l'ensemble de la collectivité. Si on additionne l'ensemble de toutes les autorités organisatrices de transport, elles mettent 16 milliards d'euros en comptant aussi l'investissement sur les réseaux de transport. Et donc on voit bien que voilà, c'est aussi un choix politique, il y a un choix politique qui a été fait pour la route, et donc on pourrait avoir un choix politique inverse pour ce qui est des transports en commun. Pour essayer d'aller vite et puis du coup peut-être laisser plus de temps aux questions, suite à ce rapport, on a fait 8 recommandations. La première qui était vraiment de dire, sur ce sujet-là, il y a vraiment nécessité de dépassionner le débat. Et que c'est vrai que dès qu'on parle de gratuité des transports, on trouve toujours quelqu'un pour dire « moi je suis à fond pour », l'autre qui est absolument opposé, et puis d'avoir surtout des idées préconçues qu'on a tous entendues. Je disais tout à l'heure sur la question de « attention, quand c'est gratuit, on va avoir des dégradations, des incivilités ». Ça c'est quelque chose, le maire de Dunkerque en parlait, qu'on a vu très rapidement que c'était absolument pas la réalité, et même l'inverse. Le maire de Dunkerque, quand on s'est rendu à Dunkerque, nous expliquait que sur une année, ils ont divisé par 2 en fait tout ce qui était garnissage des sièges qui changeait régulièrement. Ce coût-là avait été divisé par 2. Donc on voit bien qu'il n'y a absolument pas de lien entre gratuité et incivilité. Et puis il y a aussi des choses qui pouvaient être dites dans l'autre sens, en disant il suffit de supprimer les contrôleurs et la billetterie, et puis ça compense le manque à gagner pour payer cette gratuité. Ce qui n'est pas non plus la réalité, on n'est pas du tout dans le même rapport financier, même si ça peut être une petite partie, mais on voit bien qu'on n'est pas là-dessus. Donc ça, c'était vraiment de sortir de toutes ces idées préconçues qu'on pouvait entendre. Une autre chose qui moi me paraît essentielle, et encore peut-être plus dans nos territoires, qui était d'intégrer dans cette réflexion, et quand on met en place la gratuité, et je pense qu'il faut vraiment qu'on l'amène dans cette question de la gratuité sur l'agglomération grenobloise, d'autant plus avec l'autorité organisatrice qui
qui s'est déjà étendu au Grésivaudan et au Voironnais, c'est la question des territoires ruraux. Et que un des risques, en tout cas, qui peut être marqué, c'est de créer une fracture encore plus grande, ou en tout cas de susciter une sorte d'incompréhension de la part des territoires ruraux ou périurbains en tout cas, qui n'ont pas de transport en commun, ou très peu, des vrais problèmes de mobilité, et leur envoyer le message en fait de dire voilà, vous n'aurez pas plus de transport en commun, mais par contre dans les agglomérations où il y a déjà des transports en commun, en plus ça va être gratuit. Ce qui n'est pas tout à fait une réalité, mais en tout cas qui peut être perçu comme ça, et que c'est important qu'on se pose cette question-là quand on met en place la gratuité. Sachant, j'en dirai deux mots tout à l'heure, on a aussi, la gratuité peut être aussi une solution dans les territoires ruraux, notamment pour amener à des changements d'habitude et des changements de pratique. Mais en tout cas, d'avoir cette réflexion et cette idée beaucoup plus large que la simple métropole sur la gratuité, qui va servir aux territoires ruraux indirectement, mais en tout cas d'élargir cette question nous semblait important. Un autre aspect qui nous a paru important est une proposition qui était de créer un observatoire de la mobilité et de la gratuité. C'est quelque chose qui a été fait, le maire Dunkerque en parlait, qui a été mis en place à Dunkerque et qu'on souhaite et qui me semble important de développer à l'échelle nationale, justement par rapport à toutes ces idées préconçues, toutes ces choses qu'on peut entendre parfois, et de se dire on a besoin d'avoir un organisme à la fois de veille pour voir comment ça s'est passé dans l'ensemble de ces communes qui ont mis en place la gratuité, de voir les initiatives qui peuvent se mettre en place sur l'ensemble de notre pays, et surtout d'avoir un retour et une analyse 1 an après la mise en place, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et avoir des chiffres très précis qui nous permettent d'analyser vraiment les effets de la gratuité et qu'on sorte justement de ces idées préconçues. Tout à l'heure, sur le report modal a été évoqué, et c'est vrai qu'on entend souvent attention, quand on met en place la gratuité, on va aller chercher des gens qui font du vélo et des gens qui marchent à pied. En gros, on va aller chercher les fainéants qui voilà, n'auront plus qu'à monter dans le tram ou dans le bus. En tout cas, ce qu'on a pu voir dans le rapport du Sénat, c'est qu'en fait, on n'a pas les éléments actuellement pour dire c'est vrai ou c'est faux. C'est-à-dire que le seul élément chiffré et je dirais comptable qu'on puisse savoir, c'est l'exemple de Dunkerque. Où là, il y a eu un vrai comptage, justement, ils avaient mis en place cet observatoire et un vrai recul. Un recul qui reste assez court, puisque c'est la mise en place, c'est à peine 1 an, enfin à peine 2 ans maintenant, mais avec une vraie particularité sur Dunkerque, c'est qu'on avait un usage de la voiture qui était très important, donc des usagers de la voiture qui étaient très forts, donc c'est vrai que forcément on a un report modal qui est beaucoup plus important, des utilisations du vélo et de la piétonisation qui étaient très faibles, donc je dirais que les chiffres qu'on peut avoir sur Dunkerque, je dirais, ne peuvent pas être transposables à l'ensemble des autres communes, puisque c'est pas... voilà, on a une particularité très forte sur Dunkerque. Donc c'est très difficile à analyser de manière très précise et de savoir quel pourcentage, en tout cas, on va aller chercher de gens qui, comme on dit, font du vélo ou marchent. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on analyse de manière très, très précise. Parce que l'autre travers, c'est que toutes les études qui ont pu être faites, que ce soit sur l'Île-de-France, sur Paris, la dernière sur l'agglomération de Marseille, en fait, partent d'un fait accompli en disant on va aller chercher, voilà, si on met en place la gratuité, on va aller chercher, je ne sais plus combien de pourcents ils prennent de gens qui marchent, de gens qui font du vélo, sans qu'il y ait de valeur, je dirais, réelle derrière, et donc ça fausse forcément les études qui peuvent être réalisées. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément d'avoir cet observatoire et d'avoir quelque chose, une analyse très scientifique des résultats sur la gratuité, et notamment aussi sur la gratuité à long terme. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de la gratuité qui se met en place à un moment donné, avec un vrai effet positif qui fait que, et c'est ce qu'on a sur Dunkerque, beaucoup de gens qui du coup vont se mettre à prendre les transports, mais voir aussi au bout de 5 ans, de 10 ans, l'effet que ça peut avoir, l'effet que ça peut avoir aussi quand on arrive à une saturation du réseau. Voilà, enfin, en tout cas, toute cette analyse-là qui paraît importante.
L'autre aspect qu'on a mis en avant, et c'est ce qui a été, je pense aussi, l'exemple de Dunkerque qui est assez intéressant sur ce fait, c'est vraiment de penser la gratuité totale comme un outil d'une politique globale, et de dire qu'en fait, il ne faut surtout pas. L'erreur, ça serait de résumer une politique de la mobilité par la gratuité, de dire on va faire la gratuité, et puis on aura résolu tous les problèmes de mobilité. Ce qui s'est fait justement à Dunkerque, c'est vraiment de prendre, de réfléchir sur l'ensemble des mobilités. À Dunkerque, on avait des transports qui étaient très peu utilisés. Je crois que c'est le maire de Dunkerque ou le maire de Châteauroux, je ne sais jamais, mais qui disait qu'en fait on transformait de l'argent public en CO2, puisqu'on faisait rouler des bus à vide. Donc il y avait vraiment cette particularité-là. Donc forcément, l'effet gratuité, mais qui s'intègre dans une politique générale. Il y avait une 4 voies qui arrivait sur la ville, l'utilisation de la voiture, je dirais du tout voiture, avec du stationnement, et de réfléchir à ça, de remplacer cette 4 voies par une piste cyclable, une voie piétonne, rendre qu'une seule voie pour les voitures, et puis une voie dédiée pour les bus, d'avoir une politique aussi de réaménagement du centre-ville, enfin une vraie politique en termes d'aménagement urbain, d'aménagement du territoire, et la gratuité, le maire de Dunkerque le dit parfois, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Ça faisait partie de cet ensemble et qui est venu couronner en fait cette politique générale. Et donc ça, c'est important vraiment d'avoir cette réflexion globale. Ensuite, il y avait, ça a été aussi dit, c'était de sortir l'opposition entre gratuité et développement de l'offre, puisque forcément, s'il n'y a pas d'offre, si on n'a pas de bus ou de tram, on n'a pas de gratuité. Et à l'inverse, le fait de mettre en place la gratuité, c'est sûr qu'il va falloir investir sur des réseaux, il va falloir mettre des bus supplémentaires parce qu'on va avoir une offre complémentaire. Et puis après, ça c'est un choix politique sur la manière de les financer, mais qui ne sont pas liés à la gratuité, puisque de la même manière, sur le système actuel, on peut avoir une politique qui fait qu'on ne développe pas d'offres supplémentaires. Donc le lien entre offre et gratuité n'est pas forcément réel. Pour terminer, il y avait la question du financement, puisque c'est vrai qu'on a en France un financement très particulier, avec de l'argent public sous forme de subventions, le versement transport, ou maintenant versement mobilité qui est versé par les entreprises, avec le plafonnement à 2% à part en Ile-de-France, il y a eu déjà des amendements pour pouvoir augmenter ce versement, mais il y a aussi des amendements pour le supprimer totalement, donc il faut aussi se méfier aussi de ce qui peut arriver sur ce versement transport, et puis la part de la billettique. Donc c'est vrai que suivant les communes et suivant les collectivités, si cette part de billettique est plus ou moins importante, c'est plus ou moins facile de mettre en place la gratuité, puisque la perte liée à la billettique est du coup plus ou moins facile à compenser. Donc sur cette question du financement, dans le rapport, on n'est pas rentré, puisque c'était plus difficile de se mettre d'accord politiquement sur d'autres types de financement. Donc on a plutôt esquissé des choses sur lesquelles on n'était pas forcément tous d'accord. Il y a un élément sur lequel l'ensemble qui était vraiment une préconisation du rapport, c'est au moins d'arriver à une TVA 5,5 sur les transports en commun, qui est des choses qui reviennent régulièrement. On a encore dans la loi de finances déposé des amendements sur ce taux à 5,5 qui n'ont pas encore été votés, mais je dirais que c'est vraiment une idée qui fait son chemin, et je pense qu'on devrait quand même pouvoir y arriver. Et puis ensuite, il y a toute une série de possibilités sur du financement. Bon, je ne vais peut-être pas rappeler ce qui a déjà été dit. Je pourrais rajouter, parce que c'est quelque chose qui a fait aussi beaucoup parler, la question des péages urbains, puisque c'est aussi quelque chose qui peut être la question des péages urbains, de faire payer en fait l'entrée dans la ville, qui peut paraître très injuste parfois, mais qui, lié à de la gratuité et une offre de transport et de la gratuité, peut avoir son intérêt. Il y a la question aussi des plus-values immobilières. Ce que font certains pays, c'est de faire payer ces plus-values immobilières liées en fait à la réalisation de transport, la mise en place d'un tramway, qui fait la valeur d'un terrain un terrain va prendre de la valeur liée à cette arrivée et ces nouvelles infrastructures, et donc de faire payer cette plus-value. Et également aussi des taxes sur tout ce qui peut être stationnement, mais plutôt lié là aux centres commerciaux,
pour plutôt ramener de l'argent du coup sur la question des centres-villes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces différents types de financement. Peut-être juste vous esquisser sur peut-être 3 exemples. J'ai parlé de Dunkerque, qui est voilà, la plus grosse ville, enfin la plus grosse agglo avec 200 000 habitants. Et puis c'est vrai, vraiment un bel exemple, quoi, en tout cas sur à la fois la mise en place, sur le résultat, et un vrai choix politique, hein, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, et le maire le dit très bien, ça a été un choix politique de dire l'argent qu'on met, l'argent public qu'on met pour la gratuité, on ne le mettra pas ailleurs. Un choix aussi, puisqu'ils avaient le choix de faire un tramway. Là, la commune a décidé l'agglomération, de renoncer au tramway, mais pas de renoncer par faute d'autre chose, mais vraiment de faire ce choix de dire on va plutôt mettre du bus cadencé, mais mettre l'argent vraiment sur les aménagements urbains. Et donc voilà, encore un vrai choix politique. Un autre exemple, peut-être sur l'étranger, avec l'exemple de Tallinn, en Estonie. Donc maintenant, au départ, ça a démarré avec la ville de Tallinn, et puis ça s'étend à l'ensemble du pays et de l'Estonie, avec une particularité, puisque l'Estonie et le financement des transports en Estonie à Tallinn est lié en fait à uniquement de l'argent public, hein, et de l'impôt et une taxe locale. Et c'est vrai que sur la mise en place de Tallinn, ce qui a été intéressant à voir, c'est que Tallinn au départ a mis en place la gratuité en fait pour récupérer des contribuables, puisque c'était un moyen de rendre attractif la ville, et que des gens viennent s'installer, payent leurs impôts sur Tallinn, et que cette augmentation de gens qui sont venus liée à l'attractivité de la ville qui a été donnée par la gratuité a compensé en fait le manque à gagner. Ce qui était à la fois intéressant en termes de financement, qui pouvait poser des questions en termes de concurrence, on va dire, entre les territoires, puisque c'est vrai qu'on mettait en concurrence des villes, qui du coup a été réglée en Estonie, puisqu'en mettant l'ensemble de la gratuité sur l'ensemble du pays, du coup on n'a plus cette question de concurrence. Et puis je parlais tout à l'heure des territoires ruraux. On a un certain nombre d'exemples. Il y en a un qui est assez intéressant. On avait reçu le président d'une communauté de communes de Modèle et... Alors je ne sais jamais si c'est Moselle et Meudon, à côté une petite communauté de communes de 30 000 habitants qui est à côté de la métropole de Nancy. Et en fait, qui avait un système de transport assez simple de bus qui amenait vers la métropole, hein, des territoires ruraux avec des petits villages. Et un système de transport qui fonctionnait très mal, pareil, on transportait plutôt des sièges vides. Je crois que c'était 20 000 personnes transportées par an. Et il y a eu une réflexion autour de ça. À la fois, encore ce n'était pas que la gratuité, hein, pour réfléchir au type de transport qui était mis en place, comment on pouvait mieux ramener les gens vers la métropole, et la mise en place de la gratuité pour ces transports comme ça qui allaient ensuite vers la métropole, sachant qu'ensuite dans la métropole de Nancy, le transport est payant, hein, donc ensuite c'était le transport classique. Mais la mise en place de la gratuité, la réflexion sur ces transports en zone rurale, ils sont passés de 20 000 personnes transportées par an, 10 ans après, à 350 000, voire 400 000 personnes transportées, donc un vrai effet aussi, et un effet bénéfique sur ces territoires ruraux. Et c'est pareil, dans cette communauté de communes, il y avait du coup la mise en place de versements transport et des entreprises qui participaient. Ce que nous disait le président de la communauté de communes, c'est que les entreprises qui étaient à côté disaient « mais nous aussi on aimerait bien avoir le transport gratuit et on souhaiterait plutôt pouvoir participer ». Donc là c'était pour aussi répondre à ce qui avait été dit sur, c'est vrai que cette vraie question de la participation via le versement transport des entreprises. Dans le rapport, on a aussi auditionné le MEDEF, hein, et c'est sûr qu'il y a toujours ce jeu du MEDEF de dire attention, nous on participe, bon déjà on traîne dans les pieds, mais on participe si c'est pour augmenter l'offre. Par contre, si c'est pour faire la gratuité, on ne veut plus participer. Bon, déjà, ce n'est pas que eux qui décident quand même, heureusement, il y a des choix qui sont faits. Et puis surtout, c'est souvent un discours qui est quand même un double discours, puisqu'on s'aperçoit aussi que pour les entreprises, le fait d'avoir des salariés qui aient des transports à faible coût, en termes d'attractivité pour les territoires, c'est un vrai choix et c'est vraiment important pour elles. Et on s'aperçoit, on le voit sur l'agglomération grenobloise, les plus grandes entreprises comme Schneider, etc.,
je dirais, à l'intérieur de l'entreprise, ont mis en place cette gratuité, remboursent l'intégralité des abonnements, prêtent des vélos, etc. Donc on voit bien que le transport, de toute façon, pour les entreprises, est vraiment quelque chose d'important. Et d'ailleurs, avant, les grandes entreprises avaient leur propre système de transport et participaient et payaient pour mettre en place ce système de transport. Donc c'est important de le voir, parce que je pense qu'il y a un jeu du MEDEF là-dessus, mais de montrer que c'est aussi un attrait pour les entreprises. Je vais peut-être pas aller plus loin que ça, c'est difficile de résumer l'ensemble de ce travail. Peut-être, voilà, pour terminer, c'était de dire que on a cette réflexion qui doit être globale, et c'est vrai que c'est un peu la conclusion de notre rapport, c'est de dire aussi qu'il ne faut peut-être pas s'arrêter à ça, que la question de la gratuité, c'est un vrai outil, qu'on peut peut-être pas mettre de la même manière en place, parce qu'on voit que l'ensemble des villes, avec 200 000 habitants au maximum, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué dans des réseaux plus denses et où on a du tram, du bus, l'exemple du réseau parisien, et notamment des réseaux où on a une saturation déjà des transports, où là, la priorité est déjà à augmenter cette offre, et la gratuité peut venir après. Je pense que cette gratuité et la question de la gratuité partielle et d'y arriver par étapes, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'expliquait le maire de Dunkerque, et c'est ce qui a été fait, avec une gratuité le week-end. Ça peut être une gratuité pour les jeunes, ou là c'est vrai que la réflexion sur Grenoble de mettre en place la gratuité partielle le week-end et de démarrer par ça, moi je pense que ça peut paraître, dans la tête j'avais plutôt pour les jeunes, mais je trouve que la question sur le week-end peut paraître intéressant, parce que en termes d'essai, de voir ce que ça peut donner, ça touche l'ensemble des publics, donc ça touche vraiment tout le monde, donc ça peut permettre vraiment de voir ce qui se passe, que le week-end c'est quand même des périodes où on a moins de fréquentation, donc c'est plus facile à mettre en place. Et puis ça peut permettre réellement de voir ce que ça peut créer en termes de dynamisme sur le centre-ville, notamment le week-end. Donc c'est quelque chose qui peut être plutôt intéressant. Et pour vraiment terminer, c'était vraiment de lancer aussi sur la question, j'ai parlé de ce droit à la mobilité au début, et je pense qu'il faut aussi réfléchir à un droit à la démobilité, puisqu'on est aussi vers une dérive du toujours plus de transport. Et le temps passé dans les transports est de plus en plus important. Un Parisien, il y en a qui passent 5 heures, 2h30 le matin, 2h30 le soir dans les transports. C'est quand même quelque chose qui devient plus qu'important. Et que si on veut régler ces problèmes de pollution, on a tous ces outils avec la gratuité, mais il y a aussi à réfléchir comment on peut moins se déplacer, et en tout cas avoir plutôt des déplacements choisis. Et ça, c'est toute la question de la relocalisation, du lien entre travail et domicile, et de tout ce travail-là qu'il faut faire en termes d'aménagement du territoire. Et c'est vrai qu'on a eu jusqu'à présent un aménagement du territoire qui a fait un peu laisser l'inverse, en éloignant à la fois les centres commerciaux, en éloignant le travail de l'habitat. Et il y a tout un maillage à reconstituer, qui est plutôt sur du long terme, mais qui est aussi à ne pas négliger. Voilà, merci.